Introduction donc à ce cours sur le contrôle interne, la gouvernance d'entreprise, le contrôle interne et le management des risques. Ce cours est abordé donc du point de vue des organisations publiques, mais nous avons fini par l'ouvrir au secteur privé. Et le thème principal comporte des sous-éléments d'apprentissage comme le suivi et des risques, comme l'évaluation des risques, comme l'audit basé sur les risques, les enquêtes basées sur les risques. Donc ce sont des éléments importants que nous allons prendre en compte. Le contrôle interne, pourquoi? Nous avons d'abord constaté une demande réelle aujourd'hui dans les processus de modernisation des États, mais aussi ce que les chefs d'entreprise commencent à comprendre qu'il faut serrer les vis, qu'il faut mettre en place un système de management pour éviter les détournements de fonds, pour éviter le gaspillage. Ils comprennent que le contrôle interne est une fonction intrinsèque à l'exercice des responsabilités. Responsabilités exercées par les agents publics ou privés, par les ministres, les hauts fonctionnaires, les agents de l'État, les managers, les responsables de la gouvernance, ou les gens qui sont chargés de l'assurance. Par exemple, qui sont chargés des audits, des enquêtes et des évaluations. Donc c'est un enjeu stratégique au niveau des organisations. Dans le contexte des pays francophones d'Afrique, c'est beaucoup plus exigeant, je crois, de s'engager dans une telle voie. Parce que jusqu'ici, nous avons une perspective, le contrôle interne, c'est la conformité. Un ensemble de lois, de règlements, mais en réalité, c'est beaucoup plus vaste que ça. Et il se trouve que ces pays également doivent s'engager dans une perspective de conformité avec les normes et les bonnes pratiques internationales initiées depuis les années 90 dans le secteur public, mais depuis très longtemps dans le secteur privé, surtout en Amérique du Nord. En Amérique du Nord, le contrôle interne est partie intégrante du management public ou privé, avec comme objectif renforcer les contrôles internes au sein des agences et des services publics. Et c'est une expérience très intéressante. Nous avons intégré toute la littérature qui existe, en tout cas les textes les plus célèbres dans ce cours. Donc en suivant ce cours, en fait, vous allez également découvrir une bonne partie de la littérature qui a été résumée et mise gracieusement à votre disposition. Donc jusqu'ici, dans l'Afrique francophone, c'est une option strictement budgétaire, et comptable et financière. Nous allons essayer de dépasser cette vision parcellaire pour aller au-delà et faire découvrir les multiples aspects du contrôle interne. Dans le secteur privé, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une tradition. Et ne serait-ce qu'à l'occasion des missions de commissariat à compte, les commissaires en compte, en général, mettent en relief les failles du contrôle interne qui existent. Les actionnaires qui ont mis de l'argent dans le business, doivent obtenir l'assurance que ces business s'exercent conformément à leur intérêt, que des mesures sont prises pour protéger leurs investissements, pour protéger leurs actions, et pour protéger la rentabilité, etc. Et donc c'est bien une tradition dans le secteur privé, mais c'est également aujourd'hui une exigence du secteur public qui doit dépasser l'approche comptable et budgétaire, voire strictement juridique. Parce que dans le secteur public aussi, nous sommes entrés dans l'ère du nouveau management public, comme disent certains. Plusieurs pays se sont dotés de mesures et instructions que les ministères, les agences, les offices, les entreprises, les établissements publics doivent intégrer aujourd'hui dans la gestion quotidienne des affaires publiques. Donc ce cours va rentrer dans cette exigence de transparence, d'intégrité, et nous allons explorer avec vous le contrôle interne sur plusieurs aspects et en quoi cela est utile. Donc c'est vraiment un module qui est à l'heure, et compte tenu de toutes les transformations que les gouvernements veulent faire aujourd'hui, que nous avons une race d'hommes d'affaires de plus en plus ambitieuse qui veut s'insérer dans l'ordre international du business, qui veut coopérer avec des investisseurs. Et croyez-moi, les investisseurs qui viennent d'ailleurs aussi ont besoin d'être sûrs que là où ils vont mettre les billes, il y a un contrôle interne qui fonctionne effectivement. Donc en fait, le contrôle interne, définition, c'est un ensemble de processus. Le mot processus important. Donc, est-ce que dans votre organisation, vous avez des processus qui permettent de surveiller, le management? Et donc, vous avez deux éléments dans le contrôle. La surveillance, ça peut être le contrôle interne, et ça peut être les auditeurs, les investigateurs, mais aussi, ça permet d'obtenir une assurance. Donc, une opinion professionnelle, raisonnable, que cet organisme ou cette organisation, et dans cette organisation, on gère de telle sorte que les objectifs
puisse être atteint. Et que dans cette organisation, on prend les dispositions qu'il faut pour faire face aux risques qui sont susceptibles d'altérer la réalisation des objectifs. Donc le contrôle interne, c'est un élément de l'efficacité, c'est un élément de l'efficience. Et donc c'est un élément de la performance. Et on peut définir également autrement, on parlait de la définition donnée par le Government Accountability Office des États-Unis. Le contrôle interne est un ensemble de plans. Là-bas, on parlait de processus, eux, ils rentrent un peu dans les détails. Un ensemble de plans, de méthodes, de politiques et de procédures. Est-ce que dans votre organisation, vous avez ces plans, vous avez ces méthodes, vous avez ces politiques, ces procédures qui vous permettent de protéger la richesse de l'entreprise, qui vous permettent de faire face aux risques, par exemple au risque de détournement, au risque de gaspillage, au risque d'éloignement des objectifs qu'on s'est fixés. Donc un ensemble de plans, de méthodes, de politiques, de procédures utilisées pour réaliser la mission. Est-ce que la manière dont on travaille actuellement donc va dans le sens de la réalisation des missions, des objectifs de l'entité? Donc on dit en général que c'est la première ligne de défense. Nous verrons la notion de ligne de défense en détail dans d'autres vidéos à venir. Donc la première ligne de défense pour la sauvegarde des actifs, la sauvegarde du patrimoine, qui aide les gestionnaires à atteindre des résultats souhaités grâce à une gestion efficace des ressources publiques, ressources privées, les ressources des investisseurs par exemple. Et nous avons là un joli dessin, je crois, qui donne une idée. Dans une entreprise, dans une organisation, on identifie des objectifs. Ok, c'est bien, mais est-ce qu'on va les réaliser? Comment on va les réaliser? Pour les réaliser, on conçoit des contrôles. Et pour qu'au jour le jour, on voit que les choses se déroulent comme prévu et que les contrôles soient effectivement en place, et il y a une chaîne d'effets de levier donc, qui se déroule, et que ces contrôles, l'ensemble de ces contrôles vont aider à atteindre les objectifs. Et donc c'est vraiment cette chaîne que nous présentons ici. Nécessité de contrôle. Le contrôle interne est nécessaire. C'est un cadre de référence. Quand on gère, il faut avoir un cadre de référence. Il faut donc se baser sur des éléments pertinents qui vous permettent de conduire le navire, si on peut s'exprimer ainsi, le navire, disons que c'est l'organisation jusqu'à la destination. C'est ça le cadre de référence. C'est un cadre de référence pour les managers, les dirigeants, les gestionnaires. C'est un cadre de référence pour la gouvernance. Donc dans une organisation, vous avez donc un certain niveau d'organisation. Premièrement, vous avez le management, les exécutifs, les gestionnaires, les dirigeants. Mais en principe, ces dirigeants sont soumis à un contrôle de la gouvernance. La gouvernance, c'est le conseil d'administration, c'est divers comités qui sont mis en place, c'est les comités de risque, les comités d'éthique, les comités de rémunération, etc. Et enfin, vous avez l'assurance. La gouvernance dit, ok, c'est bien géré, et on vous a confié cette entreprise, privée ou publique, ce ministère, etc., géré, mais nous avons besoin d'avoir une opinion professionnelle comme quoi vous gérez bien, comme quoi vous avez mis en place ce système de contrôle. Et ça, on appelle l'assurance. Donc les trois niveaux, management, gouvernance, assurance, doivent fonctionner de manière pertinente, en mettant grâce à un certain nombre de systèmes de contrôle interne. Et donc, qui sont nécessaires pour l'atteinte des objectifs de l'entreprise ou du ministère ou d'une entreprise publique ou d'une agence, etc. Donc les managers ne sont pas en général les propriétaires, ils gèrent pour le compte d'autres. Et même quand ils gèrent pour l'État, ils gèrent pour le compte des citoyens. C'est une responsabilité, c'est un mandat qu'on leur a confié. Contrôle interne. D'accord? Quelles en sont les implications? Les implications, c'est que il y a l'obligation de rendre compte des responsabilités confiées. Si vous êtes dans un gouvernement, dans un ministère, c'est des responsabilités confiées par les citoyens à des personnes qui sont des élus en général, mais aussi les élus ne peuvent pas gérer seuls, ils ont besoin de fonctionnaires, de professionnels du management, etc. Et donc, ils ont l'obligation de rendre compte à ces citoyens qui leur ont confié. C'est un mandat. C'est un mandat, ça ne leur appartient pas. Et dans l'entreprise privée, les managers gèrent pour le compte des actionnaires. Et donc, ils ont également l'obligation de rendre compte des mandats confiés. Et cette obligation de rendre compte s'accompagne aussi d'une obligation de maintenir et de mettre en œuvre des procédures de contrôle interne qui vont permettre de gérer avec efficacité, efficience, économie, les 3 E qu'on appelle. Aujourd'hui même, on y ajoute d'autres E, on parle avec éthique. Avec éthique, par exemple, la performance, c'est bien, mais il faut que la performance soit éthique, qu'elle respecte certaines normes d'intégrité, par exemple, avec les lois.
et la conformité avec les lois et les règlements, mais aussi la conformité avec les objectifs qui sont prévus dans les documents, par exemple, dans ce qu'on appelle plan stratégique, et des objectifs qui sont assignés. Et ensuite, le contrôle interne suppose également l'obligation de maintenir et de mettre en œuvre des procédures qui permettent d'évaluer les actions et les décisions pour corriger et faire rapport sur l'état des contrôles internes. Souvent, dans certaines organisations, vous avez des personnes qui ont ce rôle. Mais quand il s'agit de contrôle interne, on dit que c'est un système beaucoup plus qu'une personne. C'est vrai que des personnes comme des agents, comme le contrôle de gestion, comme les auditeurs interviennent à certains moments. Nous verrons tout au long du cours comment se déroule leur intervention. Et évaluer donc les décisions pour corriger et faire rapport. Quand on gère, on est assujetti à l'obligation de faire rapport sur des contrôles internes, sur les performances, etc. Ensuite, le contrôle interne aussi permet de garantir la sécurité des actifs et du patrimoine de l'entreprise, de l'État. L'État en patrimoine, l'État des voitures, l'État des immeubles, etc. Il faut qu'il y ait un système de contrôle interne qui permette de rendre compte de tout cela. L'État gère des ressources qui sont des ressources financières. Et ce système de contrôle interne, donc, quand il s'agit de l'État, évidemment, souvent il y a beaucoup de lois et de règlements qui réglementent cela, mais cela ne suit pas les lois et règlements. C'est dans l'organisation même, il faut descendre jusqu'à l'organisation même, la manière dont les processus, les procédures, les différents contrôles qui sont mis en place tout au long des processus, des procédures, etc. Donc, qui dit contrôle interne dit politique, dit processus, dit procédure, on verra comment. Obligation de maintenir et de mettre en place des procédures de contrôle qui doivent permettre de vérifier par exemple la fiabilité de l'information et qui doivent permettre de vérifier l'efficacité des activités, l'efficience des opérations, et donc la productivité qui doit permettre de vérifier la conformité aux lois, aux règlements et aux clauses contractuelles. Et obligation de maintenir et de mettre en œuvre des procédures de contrôle qui permettent de documenter un système. On sait que le système existe, il fonctionne de telle manière, voilà ce qu'il faut faire, etc. Et il y a des processus, il y a des documents qu'il faut manipuler pour rendre compte pour que le système fonctionne bien. Et pour que le système soit conforme aux normes et bonnes pratiques reconnues par les lois et règlements et reconnues aussi par les professionnels. Et donc, enfin, maintenir et mettre en œuvre des procédures de contrôle qui permettent d'élaborer les plans de contrôle interne. Et nous verrons plus tard dans le cours que l'organisation doit avoir des plans de contrôle interne, doit avoir des manuels de contrôle interne. Et dans notre groupe, nous aidons les organisations à élaborer ces documents. Nous les aidons également à faire des évaluations pour mettre tout cela en place. Donc, élaborer des plans de contrôle interne à la suite d'évaluations exhaustives des risques. Nous verrons que la notion de risque est très importante en matière de contrôle interne et dans le management des organisations en général. Et donc, ça permet également de gérer. Et on dit prévenir vaut mieux que guérir. Donc, en particulier, prévenir les risques qui sont liés aux actes de fraude, de gaspillage et d'abus, etc. Il y a des gens qui détournent parce qu'ils ont compris que le système de contrôle interne est faible et qu'il n'y a pas de risque, ils peuvent détourner. Et par contre, si on met en place le système de contrôle interne qu'il faut, ça peut les décourager. Ils vont dire, non, c'est pas la peine, ici, le système est verrouillé et de toute façon, on sera découvert. Et dans notre cours sur les fraudes qui se trouvent sur la même plateforme, ces choses-là sont détaillées. Et donc, il y a 3 éléments importants dans le contrôle interne. Il faut des stratégies, il faut des politiques, il faut des procédures. Il faut des stratégies, des politiques, des procédures pour que le contrôle interne fonctionne conformément à tout ce que nous venons de dire, aux objectifs de performance, aux objectifs de conformité, aux objectifs de transparence, aux objectifs d'intégrité, etc. Et donc les politiques et les procédures sont importantes. Il ne s'agit pas de gérer en improvisant. Il faut construire ce système. Construire ce système pour qu'il y ait une cohérence entre la mission, ce que nous voulons faire, et les activités que nous faisons au quotidien. Nous sommes dans l'organisation, mais est-ce que ce que nous faisons au quotidien, ça contribue à créer de la richesse? Est-ce que ça contribue à améliorer nos objectifs, à atteindre nos objectifs, notre raison d'être? Ces procédures doivent être rédigées. Donc, il ne s'agit pas simplement de se baser sur la mémoire de l'individu. Mais il faut que ça soit écrit, que tout le monde ait accès à cela, que ça puisse être compris, clair, que ça soit clair pour les gens, pour les différents responsables. Ces procédures doivent permettre aussi d'identifier les activités clés et la trajectoire qui vont permettre de traiter les problèmes en temps réel, qui vont permettre de voir quelles sont les alternatives de prise de décision dans une situation donnée, qui vont permettre de mettre en œuvre des actions qui sont prévues et d'expliquer clairement les modalités d'exécution de ces actions. Donc, ils doivent être
écrit et précis, compris par tous, pour éviter les malentendus, et pour identifier clairement les responsabilités des uns et des autres, les limites à l'action, etc. Donc le contrôle interne, ce n'est pas de l'improvisation, c'est tout à fait le contraire. C'est quelque chose d'écrit, c'est quelque chose de formalisé. Et le contrôle interne signifie aussi qu'il y a des diligences. Des diligences, donc des obligations que les gens doivent respecter, doivent mettre en œuvre. Le management, c'est-à-dire l'exécutif, les gens qui gèrent. La gouvernance, c'est-à-dire donc les gens qui ont donné mandat à des personnes de gérer en leur nom pour atteindre certains objectifs de performance, de bien-être. Il s'agit du secteur privé, de réalisation, de création de richesse, et par exemple de profit pour les actionnaires, etc. Donc, tous ces différents niveaux, y compris les exécuteurs, ont l'obligation de gérer et en se conformant à un certain nombre de diligences. Pour le management, l'exécutif, qui gère l'entreprise, qui gère l'État, qui gère les services publics, etc. Et ils ont l'obligation de gérer et d'évaluer le contrôle interne de manière permanente. Le management des risques, le management des contrôles internes est ainsi une activité permanente d'un manager. On verra qu'ici, il ne faut pas avoir contrôle interne au sens simple de vérification, mais au sens de maîtrise de la gestion. Et en le faisant, les managers doivent développer des contrôles internes compatibles avec la gestion des performances. Et ils ne doivent pas oublier qu'ils sont là pour réaliser des objectifs, donc pour gérer la performance, mais de façon éthique. D'habitude, on parle de gestion de performance, de gestion accessible des résultats. C'est beau, mais il faut que cette gestion soit éthique. Cette gestion est encadrée par des normes, par l'éthique, etc. Et selon un rapport pour efficacité, est-ce que ce que je fais, ça ne coûte pas trop cher? Ça ne doit pas être coûter trop cher au point de ne pas être compris. Les gens disent, oh, ça coûte trop cher, on y renonce. Ça doit être efficace. Les managers aussi doivent évaluer les contrôles internes au niveau des processus. Est-ce que les processus d'achat, les processus de vente, les processus de stockage, les processus de planification stratégique, etc. Tout ça, est-ce qu'il y a à chaque niveau des contrôles qui sont en place pour qu'on arrive à le faire de la meilleure manière possible au niveau des activités, des interventions, des opérations, des programmes, des projets, ça dépend. Ça peut être des projets publics, ça peut être des projets privés. Donc, cet impératif, un certain nombre d'impératifs existent et qu'on a appelé ces diligences que le manager doit assumer. Toujours pour les diligences, les managers doivent documenter. Ces choses-là doivent être écrites. Il doit y avoir des manuels, il doit y avoir des instructions, des circulaires qui expliquent tout ça, que ça soit accessible aux gens. Et voilà les contrôles internes à mener au niveau des politiques, au niveau des procédures, au niveau des processus, etc. Donc, il doit également y avoir des plans de contrôle interne au niveau de l'entreprise, au niveau de l'État. Ces plans sont revus chaque année en principe, en tout cas périodiquement, et ces plans doivent s'adapter à l'évolution. L'environnement de contrôle peut changer, les objectifs peuvent changer, et l'organisation structurelle, l'organigramme et tout ça peut changer, et les risques même peuvent changer. Aujourd'hui, tout le monde reconnaît qu'il y a de nouveaux risques qui émergent. Et je pense que ce qui est arrivé récemment avec le Covid-19, que c'était après le coronavirus, c'est vraiment, tout le monde a compris, on n'a pas eu tellement besoin d'expliquer. Les gens ont vécu cela. Il y a les nouveaux risques liés donc à la cybersécurité, par exemple, à Internet, et tous les fraudeurs qui sont sur Internet, etc. Et de plus en plus, on parle de risques climatologiques, tout ça, quoi qu'on n'est pas concerné, c'est une erreur. Et c'est une erreur. Et donc, ensuite, produire un rapport annuel sur le contrôle interne. Donc, si votre organisation est performante en termes de bonnes pratiques, il y a une documentation sur le contrôle interne, donc, qui est écrite, accessible, expliquée aux gens. Il y a des plans de contrôle interne, comment chaque année vous allez mettre ça en œuvre. Et ça, les cadres travaillent sur ça. Et ces plans, donc, est flexible, ajustable. Et enfin, chaque année, on produit un rapport sur le contrôle interne. Et que l'auditeur peut voir, demander et voir si ce rapport sur le contrôle interne est pertinent. Et donc, en principe, d'ailleurs, le commissaire aux comptes, en général, quand il passe en revue les opérations dans une entreprise, par exemple, dans les agences, il parle des risques. Et souvent, ils font même une sorte de rapport sur le contrôle interne. Mais aujourd'hui, on a étendu ces rapports. Par exemple, il y a des pays, il y a des organisations qui sont obligées de faire des rapports annuels sur les performances. Aux États-Unis, la loi sur la performance gouvernementale, vous avez des rapports annuels sur les performances qui sont des rapports auditables. Il y avait des déclarations annuelles de performance. Et à cette occasion aussi également,
Le rapport contient des éléments de contrôle interne qui sont diffusés, qui sont publics, que les citoyens peuvent lire, que l'auditeur va repasser en revue pour voir est-ce que les informations qui sont là-dedans sont fiables, etc. ou conformes à la réalité. En conclusion, dans cette série de vidéos, dans notre cours en ligne sur le contrôle interne, nous vous offrirons non seulement des PowerPoint et consorts, c'est classique, mais on vous donnera des guides, on vous donnera des référentiels sur les principes et les normes de contrôle interne. Qu'il s'agisse de contrôle interne au niveau stratégique, au niveau opérationnel, au niveau organisationnel, et donc au niveau de l'information, de management qui existe dans l'entité, et également sur les contrôles internes comptables budgétaires que les gens connaissent beaucoup plus. Et nous définirons des principes généraux. Et ce que nous voulons, c'est qu'en sortant de ces cours, vous soyez libre de créer, d'adapter et non d'adopter. Nous ne vous présentons pas seulement un système. Beaucoup de gens ils font ce cours, ils vont vous présenter des systèmes de IA par exemple, ou de IFACI dans le monde francophone. Nous allons plus loin, nous présentons beaucoup de systèmes. D'ailleurs, nous avons pris soin de les résumer et d'en faire la synthèse. Donc ce que vous apprenez, c'est quelque chose qui peut être la source, ça peut être l'Amérique du Nord, ça peut être le Canada, ça peut être la France, l'Australie, Nouvelle-Zélande, des pays sur lesquels nous travaillons, ou les bonnes pratiques d'autres entreprises. Nous avons vu ce qu'il y a de commun et de différent dans tous ces systèmes. Les Africains doivent être libres de créer. Le système COSO, tout le monde connaît. Et encore, tous les spécialistes connaissent. Le Government Accounting Office également a fait de nombreux travail. Donc, en tant qu'Africains, nous allons vous présenter ces choses et nous allons nous-mêmes commencer le travail de synthèse. Donc, vous aurez des cadres qui sont libres de créer, d'inventer, qui ne copient pas pour copier un système soi-disant que bon, leur pays est une ancienne colonie française, donc on a fait de ce français britannique. Bon, nous sommes allés plus loin, nous considérons que nous sommes libres de créer. Donc nous vous offrirons une variété de modèles, de sorte que vous soyez inventifs, que vous ayez le génie de créer. Aujourd'hui, l'Afrique a besoin de ça, pour les Africains qui suivent, et beaucoup d'autres pays, je suppose. Et donc l'objectif du cours aussi, c'est d'apporter de la valeur ajoutée, des impacts. Nous essayons de vous amener à penser en termes de valeur ajoutée, d'impact. Il est important et utile pour vous et pour les organisations auxquelles vous appartenez, publiques ou privées, à but lucratif ou à but non lucratif, gouvernemental ou non gouvernemental, que dans votre travail, chaque jour, vous créez de la valeur ajoutée, des impacts. Vous soyez des innovateurs. Et parce que le contrôle interne aussi, aujourd'hui, c'est un élément des réformes parlant. C'est un élément de la modernisation, c'est un élément de redressement des entreprises en difficulté, etc. Et si vous avez le désir de mettre en place ce contrôle interne, ainsi qu'un environnement de contrôle nouveau du processus des systèmes auditables, effectivement, ce cours vous est utile. Et on vous donnera les éléments, on vous donnera les manuels, on vous donnera des exemples. Il y a même des pays où il existe des lois et des décrets sur le contrôle interne, on vous les montrera. Et nous ne faisons pas de la formation, c'est terminé, on se sépare. Et nos différentes plateformes sont désormais à votre disposition. Vous y trouverez toutes sortes d'informations sur le management des organisations, etc. Et il est utile aussi aux managers, quel que soit leur nom, directeur général, directeur des opérations, directeur comptable, financier, gestionnaire de programme, gestionnaire de projet, directeur de département, chef d'équipe, etc. Ce cours est utile pour tous ces éléments, PDG, etc. Et ce cours apporte de la valeur ajoutée et il vous met dans une position où vous devenez vous-même un créateur de valeur ajoutée et d'impact. Ce cours également est aussi un intrant. Par exemple, pour les auditeurs internes ou même externes qui vont suivre ce cours, il y a beaucoup d'éléments. Si aujourd'hui les bonnes pratiques, les normes internationales, si vous êtes auditeur, vous disent qu'un auditeur interne, il procède au moins à l'audit du management des risques, il procède au moins à l'audit de la gouvernance organisationnelle, il procède au moins à l'audit des contrôles internes existants. Ces trois éléments sont le minimum pour un auditeur interne. Et donc, ce cours vous donnera tous les éléments. Nous avons les meilleures méthodes, COSO, tout ça, qui ont été formalisées par nous. Nous avons adapté ça à notre contexte, à notre expérience. Donc, nous vous dirons ce que d'autres ont déjà dit certainement, mais nous l'avons adapté à une expérience vécue en milieu organisationnel.
Enfin, ce cours donne donc accès à des référentiels détaillés sur la gestion, sur l'évaluation du contrôle interne. Vous aurez beaucoup d'écrits, beaucoup de questionnaires, la gouvernance et que vous pouvez utiliser si vous êtes manager ou bien si vous êtes travaillé au niveau de la gouvernance, par exemple des conseils d'administration, des comités de risque et des comités de rémunération, des comités d'éthique, etc., des comités d'audit. Tout ça, c'est des éléments de la gouvernance. Et ce cours va vous faire de vous un professionnel. Et donc, un professionnel. Et si vous êtes un agent de la conformité, compliance, vous allez avoir besoin de ce cours. Et vous allez même pouvoir vous auto-évaluer. Vous n'avez pas besoin d'attendre l'arrivée de l'auditeur interne. Vous devez fonctionner de telle sorte à vous auto-évaluer constamment. Vous êtes votre propre consultant finalement et pour faire tout ce travail. La consultance interne, c'est un terme en vogue. C'est une discipline aujourd'hui. Il y a des cabinets dont c'est le rôle. Donc ce cours va vous amener toute cette valeur ajoutée et tous ces impacts. Voilà un peu donc et pour ce module sur le contrôle interne, le management des risques, qui complète donc tous les autres formations qui figurent sur notre plateforme Soft Thinking Academy Pro. J'espère que nous allons rentrer dans une expérience passionnante. Nous allons entrer dans un partenariat durable sur ces questions de management, de réforme, de restructuration, de transformation qui constituent le cœur de notre métier. À tout à l'heure sur les autres aspects, au niveau des autres vidéos. Soyez les bienvenus. Merci.